Bienvenue dans cette vidéo. Salut Tanguy. Salut. On va parler ensemble de la certification SIAG. La certification SIAG donc, qui est reconnue par France Compétences au répertoire spécifique. Et on va vous présenter dans cette vidéo les différentes modalités d'évaluation des 5 critères clés qui sont, alors je ne vais pas les reciter tout de suite, on va les balayer ensemble. Peut-être déjà faire un point sur le critère 1, Tanguy. Alors juste déjà, donc sa certification SIAG, on le rappelle, certification professionnelle de compétences, voilà, certification de 2 personnes, constituée donc de 5 critères. Alors le premier critère, c'est sélectionner les outils et technologies d'intelligence artificielle générative, donc plus communément appelés IAG. Donc sélectionner des outils les plus adaptés en mobilisant les concepts fondamentaux, en particulier les principes directeurs des modèles génératifs et en se tenant à jour sur les dernières avancées dans le domaine de l'IAG afin de répondre aux besoins de production de contenu identifiés par le commanditaire. Voilà, donc Jimmy, est-ce que tu peux nous en dire plus au final sur comment on interprète ce critère de compétence et qu'est-ce qu'on doit faire pour y répondre? Alors, si tu étais candidat, le premier point, c'est de synthétiser ton besoin et de savoir finalement ce que tu dois faire. Donc, moi, je vais aller te chercher sur est-ce que ta synthèse reprend l'objectif de la production, ce que tu dois faire. Voilà. Si tu dois générer un article pour ton site web, bah, tu dois formaliser l'objectif, le contexte, les enjeux en lien avec l'article. Voilà. Tu dois aussi nous indiquer s'il y a un budget. Peut-être qu'il n'y en aura pas, parce que par exemple, rédiger un article, mis à part peut-être payer une licence sur un outil d'IA, mais ce sera peut-être le seul budget. Par contre, pour des productions multimédia un peu plus conséquentes, type génération d'images ou de vidéos, ce sera plus lourd en termes de frais. Et surtout aussi les contenus des livrables attendus. Si par exemple, toi, tu vas dire, bah voilà, moi, mon article, il doit faire 200 lignes, il doit faire il doit être créé en 5 parties. Voilà, moi, c'est tout des choses que je vais avoir à aller chercher dans ta synthèse sur ton besoin. D'accord. Voilà. C'est vraiment la première étape, c'est de se dire avant d'aller chercher n'importe quel outil, c'est déjà qu'est-ce que je veux faire avec l'outil. Est-ce que je veux générer du texte, de l'image, du son ou de la vidéo, okay. Mais c'est pas juste je veux générer du texte, c'est je veux générer une typologie de texte. D'accord. Voilà. Une fois que ça c'est bien formalisé, derrière je vais devoir élaborer un tableau comparatif avec plusieurs IA. Alors au minimum 2, c'est un peu mieux s'il y en a 3 voire plus. Mais en tout cas, dans ce tableau, je vais devoir comparer plusieurs IA entre leurs tarifs. Le modèle, est-ce que c'est un modèle freemium? Est-ce qu'il y a un abonnement ou des modalités tarifaires, acheter un token clé, enfin des petites choses un peu techniques comme ça sur les IA. Les fonctionnalités, qu'est-ce que je vais être capable de faire avec cette IA? Est-ce que je vais pouvoir, je sais pas moi, l'enrichir avec des contenus? Est-ce que je vais pouvoir formater mon contenu généré? Enfin, tous ces trucs-là. La facilité d'accès. Tout simplement, mais est-ce que c'est un outil d'IA qui est accessible en langue française ou pas? Ou alors en langue anglaise ou autre. Ouais. Les situations de handicap privilégiées aussi. Est-ce que c'est une IA qui va être adaptée à tous les environnements techniques? Voilà. Et puis aussi et surtout, et ça c'est important parce que l'IA, il faut se le dire, l'IAG ça démarre aussi. Il y a des centaines d'outils actuellement sur le web. Ce qui est aussi important, c'est d'évaluer la notoriété d'une IAG. En termes de nombre d'utilisateurs, en termes aussi de sécurité, d'ancienneté, d'expertise de son éditeur. Ça, c'est toutes des choses aussi qui vont influer ensuite sur le choix d'une entreprise à choisir ou non tel ou tel outil d'IA. Okay. Donc tout ça, ça va être matérialisé dans un rapport. Ce rapport, donc, c'est le livrable qui va être attendu dans le cadre de la certification. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce rapport, donc ce besoin, c'est vraiment à partir d'une situation en environnement professionnel réel ou fictif. Même si par exemple tu étais étudiant et que tu n'es pas encore dans une entreprise, tu pourrais partir d'un projet entre guillemets fictif ou d'une création d'entreprise pour te dire ok, j'ai besoin d'une IA pour concevoir tel ou tel contenu. Et donc derrière, on pourrait partir de ça pour rédiger ta synthèse. Ok. Donc, pour résumer ta synthèse, elle résume et elle qualifie les besoins que tu as ou que ton commanditaire a, si c'est par exemple ton entreprise, ton client ou autre. Et derrière, tu devras présenter les résultats de ta recherche sur les outils d'IA, donc la comparaison et surtout l'argumentation du choix final. Parce que, ok, faire un tableau, c'est bien,
pourquoi choisir lui Bah ouais, plutôt derrière, qu'un tu autre. vas justifier. Tu vas dire, bah moi, écoutez, moi, j'ai utilisé Mistral AI parce qu'il est français et que les données, machin truc. Voilà, ça, c'est toutes des choses que tu vas pouvoir argumenter. Voilà. D'accord. Livrable, très simple. Ça va être une synthèse écrite. On demande une demi-page au maximum, au minimum, pardon. Et on demande aussi donc le tableau comparatif. D'accord. Voilà. Et une fois qu'on a ça, nous, on pourra évaluer donc, le rendu et savoir si c'est OK, si c'est cohérent par rapport à ce qui est demandé sur ce premier critère. Ok. D'accord. Donc une fois qu'on a sélectionné ces outils, on passe au deuxième critère, qui est un critère de dialogue. Donc on appelle alors dialoguer avec une IAG en réalisant des requêtes efficaces et en élaborant des conversations complexes alimentées par divers types de données, y compris en transmettant des commandes spécifiques pour stimuler l'idéation afin d'optimiser l'apprentissage de l'IA et obtenir des résultats cohérents avec la demande. C'est tout un programme. On n'est pas rentré dans le piège du prompt engineering. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour dire on veut faire le plus beau prompt, le prompt le plus efficace ou autre. Le but du jeu, c'est que le candidat présente une méthodologie d'interaction avec l'IA. Voilà. S'il a parlé, s'il a échangé 20 fois avec l'IA, bah, au final, c'est peut-être c'est presque aussi bien que la personne qui a échangé 3 ou 4 fois. Voilà. Ça va dépendre de l'objectif, de ce qu'on va aller chercher avec l'IA. Voilà. Donc, on présente une méthodologie et on explique tout simplement les phases successives qui font suite à la première requête. Ok ? Donc, on va avoir des personnes qui sont peut-être très fortes en prompt engineering, mais qui vont s'arrêter à la 2e ou 3e requête, qui vont considérer que le résultat il est OK. Et on a des personnes qui vont plutôt aller chercher la créativité avec tous les outils d'IA. Donc, ils vont préférer avoir une requête initiale plus large, plus simple, mais ils vont pouvoir itérer, ils vont pouvoir échanger, dialoguer avec l'IA. Voilà. Donc en fonction de ça, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est des prompts, donc des requêtes qui contiennent un minimum de flux et de caractéristiques. On va aller vérifier si dans les prompts, on a bien le contexte de la demande. Est-ce que le public cible il a été présenté ? Est-ce qu'il y a des exemples ? Les actions à réaliser, l'identité, est-ce qu'on a donné un rôle à l'IA ? Le style rédactionnel, est-ce qu'on est plus sur du créatif, sur de l'équilibré, sur des styles plus précis, et le format. D'accord. Le format en sortie. Est-ce qu'on veut des listes, un tableau, des bullet points, du texte, des paragraphes, la taille du paragraphe, toutes ces choses-là. Ensuite, ce qu'on va aller chercher et comment on va l'évaluer, c'est tout simplement de se dire ok, j'ai dialogué avec l'IA, super. Maintenant, la restitution de mon dialogue, voilà ce qu'elle contient. Et là, on va aller chercher sur la méthodologie. On va vérifier que le dialogue contient des sources d'inspiration et de contexte. S'il n'y a pas ça, on considère que les requêtes sont mal formulées. On va aussi aller chercher des questions de reformulation. Donc toujours pareil, cet esprit d'itération. C'est je ne reste pas sur ma première requête initiale, c'est comment je vais aller chercher l'outil en le reformulant, en le questionnant, en le poussant dans ses retranchements. Okay ? Des questions de validation qui permettent au candidat d'orienter la production. Pour dire, ok, c'est bon, je valide toute cette partie-là. Ou alors, non, finalement, je ne la valide pas, mais je vais m'orienter sur un autre aspect. Okay ? Et un questionnement inversé. Alors ça, c'est assez original, c'est de se dire, ok, je dialogue avec une IAG, je vais en profiter pour que justement cette IAG me pose toutes les questions nécessaires que j'aurais peut-être pas forcément moi-même pensé. Pour affiner Et pour avancer sur mon projet. Voilà. Et donc nous, auquel cas, on va vérifier si ce dialogue contient un ou plusieurs aspects en lien avec tout ça. Ok. Les livrables ici attendus, on est toujours pareil. Alors, on est plutôt là sur une synthèse écrite d'une page minimum. Et surtout, ce qu'on va demander dans le rapport, c'est de nous transmettre une restitution du dialogue. Alors, avec un outil comme ChatGPT, c'est assez intéressant parce qu'on peut récupérer l'URL de la conversation. Donc, on peut la glisser dans le rapport. Si on est sur un outil qui n'a pas encore cette possibilité, derrière, tout simplement, on nous mettra les captures d'écran en lien avec tout ce dialogue. Il faut se débrouiller pour démontrer. Voilà, il faut démontrer que l'échange avec l'IA respecte la configuration et la méthodologie d'interaction. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça, c'est la phase dialogue. Et en fait,
à l'issue de cette phase, on arrive justement sur la partie production de contenu, produire du contenu. Donc pareil, l'idée de la manière où c'est formulé dans le référentiel, on est sur donc, critère 3, produire du contenu qui répond aux besoins du commanditaire avec des outils d'IAG, en utilisant des données préalablement collectées, synthétisées et ou en préparant, adaptant les requêtes en fonction du contexte, afin de maximiser la qualité et l'utilité des résultats obtenus pour générer un contenu répondant aux objectifs du commanditaire. Alors on y revient toujours, hein, ces fameux objectifs du commanditaire. Bah, c'est en lien parce que si tu génères un contenu qui répond pas à ton objectif initial, forcément par rapport à un besoin. C'est pas bon. Voilà. Donc, dans cette étape-là, le travail qu'on va demander au candidat, c'est de fournir un contenu qui soit cohérent par rapport à la demande initiale. C'est pour ça qu'en critère 1, on lui demande de faire la synthèse de son besoin, de son projet, de son objectif, pour derrière ensuite pouvoir évaluer si, dans cette partie 3, le contenu qu'on aura généré, il est OK ou pas, est-ce qu'il est adapté ou pas. Le format du contenu, il peut varier. Hein. Ça peut être un texte, une image, une vidéo, un son. Ça peut être aussi un tout. Ça peut être plusieurs choses aussi. Si on est par exemple sur une campagne publicitaire avec une affiche ou voilà qui va contenir texte plus image, on est sur des formats hybrides. Donc c'est vraiment au candidat d'évaluer la qualité de son contenu et d'en tirer toutes les conclusions. Donc c'est lui qui va s'auto-évaluer. Ok ? Le contenu généré, nous, on va vérifier qu'il respecte le contexte initial de la demande, les objectifs donc, qui ont été énoncés dans les dialogues avec l'IA, les consignes qui ont été données. Si on a donné par exemple un style rédactionnel ou une taille ou un format, est-ce que tout ça a bien été respecté ? On va aussi vérifier si le format est exploitable, parce que c'est super de faire une magnifique image d'IA en 4K, machin truc. Si derrière, c'est pas consultable, c'est pas visualisable, par exemple, pour le commanditaire, ça va poser problème. Donc, c'est aussi cette notion d'exploitation du contenu généré. Okay, et ça, aussi en fonction de certaines IA, s'il faut avoir un compte payant sur tel outil pour pouvoir accéder au contenu, ça va pas être super. Voilà, donc il faut aussi pouvoir après faire redescendre son critère d'exigence. On va avoir aussi des outils collaboratifs. Voilà. Pour revenir aussi au fait que ce soit le candidat qui évalue lui-même le contenu qu'il a produit, on va nous vérifier quand même que l'auto-évaluation, elle comprend 3 choses. Un pourcentage du niveau d'atteinte de son objectif. Donc c'est lui qui va dire, ok, là c'est atteint à 100%, c'est atteint à 50%, c'est atteint à 70%. L'analyse de la qualité du style, c'est lui qui va dire, j'avais mis en tonalité un style rédactionnel plutôt professionnel, plutôt abordable. Bon, derrière, ce qu'il m'a transmis, je suis pas forcément fan parce que ça fait pas écho à ce que je voulais partager. Derrière, ça, c'est lui qui va l'évaluer. Voilà. Et puis, bien sûr, tout simplement, la qualité intrinsèque de son contenu. Voilà. Et il va l'argumenter aussi en fonction de son besoin initial. Voilà. D'accord. Donc, après la production de contenu, on a une étape clé qui est la révision. Parce que justement, de ce qu'on disait aussi dans d'autres vidéos, c'est que la production de contenu par un outil d'IA ne se suffit pas à elle seule. Voilà, il faut avoir un visuel, une interaction humaine derrière qui permet, après vérification de la pertinence, de pouvoir apporter des améliorations, des modifications. Voilà. En tout cas, une révision, alors comme on l'entend dans ce 4e critère, réviser le contenu généré par l'IA en modifiant la requête initiale, le prompt, et ou en appliquant diverses techniques stylistiques et narratives afin de créer des variantes de contenu qui visent à augmenter l'efficacité du message auprès du public destinataire. Ouais. Alors, c'est toujours un petit peu curieux ce point 4 parce que certains diraient oui, mais attendez, moi je suis le meilleur. Si je fais un super méga prompt, mon contenu généré, il est parfait. Voilà. Donc, du premier coup, je vais avoir un super contenu. Alors, c'est pas tant le sujet ici. C'est que ce référentiel, il s'adresse aussi à des personnes qui sont peut-être éventuellement novices sur l'IA générative. Et le but du jeu, c'est de les sensibiliser à la révision du contenu d'IA. Parce que, produire, c'est bien. Quand on a déjà 3-4 ans d'expérience dans les IAG, on va peut-être faire un one-shot et on va produire quelque chose de top en 1 ou 2 coups.
c'est pas le cas de tous, et donc l'idée c'est qu'on s'adapte aussi par rapport à la population. Donc là c'est quoi? C'est tout simplement que comme candidat, moi je vais présenter la révision de mon contenu initial. Donc je vais reprendre mon contenu de base et je vais donc avec l'outil d'IA le réviser, et ensuite je vais comparer la qualité du contenu que j'aurais révisé avec celui que j'avais conçu initialement. Voilà. Alors dans les critères d'évaluation, c'est tout simple. Nous, on va vérifier à ce qu'il y ait au moins une des options qui soit utilisée par le candidat, c'est soit régénérer du contenu par l'IA, donc au moins une régénération de contenu par l'IA qui soit conforme au cahier des charges initial. Okay, donc ça, c'est un truc qu'on va demander. Et puis aussi et surtout, au moins une modification du style. D'accord. Voilà, donc si on a fait par exemple un premier prompt, voilà, moi je veux un style rédactionnel, un style artistique ou machin truc, et que derrière on veut ajuster soit la clarté du message, la justesse, la tonalité, ou la qualité de la syntaxe, ou la taille. Voilà, c'était peut-être trop long, on aimerait raccourcir. C'est tout des choses qui vont nous permettre d'être sensibilisés à ça. Bien sûr. Okay, bien sûr. Et derrière, donc à chaque contenu révisé, on va l'évaluer, on va s'auto-évaluer aussi. Donc nous, on va veiller à ce que le candidat élabore un tableau comparatif entre le contenu 1 et le contenu 2. Et qui nous dise, ok, là j'étais à 80% en qualité perçue, je suis passé à 95%. Voilà. Alors bien sûr, c'est de l'auto-évaluation, mais c'est toujours mieux que rien. Ça permet aussi d'analyser sa propre pratique. Oui. Okay, c'est surtout ça qu'on va venir voir. Voilà. Donc les livrables, c'est simple, c'est au moins 2 contenus révisés par l'IA, et puis nous faire le fameux tableau comparatif entre le contenu généré en critère 3 et puis le nouveau contenu ou les nouveaux contenus qui seront révisés. D'accord. Ok. Et donc ce qui nous mène au dernier critère de compétence, qui est un critère d'évaluation. Donc là-dessus, on se positionne de telle manière, donc évaluer les résultats obtenus via les outils d'IAG en considérant les implications éthiques, les risques de biais, les enjeux de confidentialité, de sécurité et de protection des données, afin de garantir la précision et la justesse des contenus générés, tout en veillant à une utilisation responsable de ces technologies et de la réglementation en vigueur. Donc là, ici, on voit qu'il y a un petit changement en termes de modalité d'évaluation. Alors, on est très clairement dans, je pense, la compétence clé. D'ailleurs, celle-là, on ne va pas l'évaluer sous forme d'un rapport, mais devant un jury d'évaluation et de certification. Ça va être... alors, c'est en format visioconférence, principalement. Ça peut être fait en présentiel, mais c'est principalement fait en visioconférence. Ça dure 20 minutes. Et pendant 20 minutes, donc, vous allez avoir 10 minutes d'exposé et 10 minutes de questions-réponses avec le jury. Le candidat, dans les 10 premières minutes, il va devoir faire 4 choses. Il va devoir analyser les risques liés à son usage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, est-ce qu'il a identifié au moins 2 risques dans son usage de l'IA? Il y en aura, et il y en a forcément. Puis on sait qu'il y en a des risques. Les risques de biais. Donc les biais, c'est on est biaisé parce que telle IA est dans une culture type culture occidentale, culture asiatique ou autre, donc les contenus seront peut-être pas générés de la même façon. Voilà. Les risques liés à la protection ou à la sécurité des données. Les risques liés à un usage non éthique ou qui ne respecterait pas la réglementation en vigueur. Tu parlais de l'IA Pacte, tu parlais même RGPD ou autre, ça pourrait être tout simplement des réglementations par domaine d'activité. On sait que par exemple le domaine bancaire, le domaine médical, c'est très encadré. Donc voilà, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Une fois que le candidat analyse ses risques, il argumente sur l'atteinte ou non de ses objectifs en lien avec ces risques. Il pourrait dire ok, moi j'ai atteint mon objectif, mais par contre, en fait, quand j'ai étudié la chose, je me suis rendu compte que j'ai pas respecté les CGV, j'ai pas respecté la charte IA de mon entreprise, donc c'est pas bon. Ou alors inversement, j'ai pas pu aller au bout de mon projet parce que j'étais contraint dans le cadre de mon entreprise par une charte IA ou par tout plein de choses. Voilà, c'est aussi un petit peu prendre du recul dans sa pratique d'IA et étudier ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché en termes de compétences ou pas, et ce sur quoi on a été limité. Parce que peut-être qu'on sera limité. Voilà. Ouais. Il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui créent leur propre chatbot en interne, mais on n'a pas les mêmes fonctions que sur un ChatGPT ou que sur un Mistral AI. Tout à fait. Voilà.
Le but du jeu aussi, c'est pour le candidat de pouvoir identifier ses réflexions, ses pistes de progrès pour des travaux futurs. C'est de se poser aussi, là toujours pareil, et de se dire, quand j'ai dialogué comme ça avec l'IA, j'ai pris quand même pas mal de temps, et puis en plus je me suis contredit, c'était un petit peu long. Je pense qu'à l'avenir, je me poserai davantage pour faire un prompt un peu plus complet au tout début, avec l'itération, avec la reformulation. Pour gagner Mais un peu derrière, de temps. voilà, c'est ça. Et c'est ça aussi qu'on va aller chercher dans ce jury, dans cette évaluation. C'est la capacité du candidat à prendre du recul dans sa pratique professionnelle. Voilà, sur l'usage d'un outil d'IAG. D'accord. Et puis bien sûr, alors là ce sera peut-être un peu plus compliqué pour les novices, mais c'est de éventuellement proposer des solutions complémentaires aux outils qui ont été utilisés. Si par exemple, lors de son cas pratique, il a utilisé l'outil d'IAG X, c'est de se dire, ah ma mince, mais en fait, je me souviens qu'en compétence 1, j'avais fait un tableau comparatif, j'aurais peut-être dû utiliser l'outil d'IA B au lieu du C. Ouais, voilà. Et ça ouvre un petit peu les portes. Le champ des possibles aussi, voilà. sur ce qu'on peut faire avec et ces sur les questions posées par le jury aussi lors de l'éval. Donc le livrable attendu, c'est quoi? C'est une présentation orale. Il n'y a pas de format type, ça peut être un PDF, un Canva, un PowerPoint, n'importe quoi. Mais quelque chose de structuré quand même. Quelque chose de structuré, surtout pour que ça puisse répondre aux cas de particularité. Analyse de risque, l'argumentation sur l'atteinte ou non des objectifs, les pistes de progrès et les alternatives. Donc on vient pas les mains dans les poches présenter... Non, ça marche pas. Non. Surtout qu'on est sur une évaluation qui est encadrée par un règlement d'évaluation avec des jurys qui sont qualifiés pour ça. Donc on fait pas n'importe quoi. Non, parce que bien sûr, il y a un risque de ne pas obtenir la certification si on ne répond pas à ce qui est demandé là-dedans. On consulte bien les consignes avant. Voilà, tout à fait. Juste pour terminer, donc bien sûr, sur les critères, pour rentrer bien sûr dans le détail, le candidat, quand il argumente sur l'atteinte ou non de ses objectifs, les pistes de progrès, ça peut être donc identifier au moins un autre outil. On l'a dit. Alors, c'est pas forcément celui qu'il y avait dans le tableau comparatif. Sur le critère. Ça peut être aussi autre chose. Voilà. Ça peut être aussi mettre en lumière le risque qui a été, selon lui, le plus important dans le cadre de son projet. Peut-être que pour un rédacteur SEO, pour son site web, le risque le plus important, c'est le risque de biais. Ou le fait que sa data d'entrée soit pas suffisamment qualitative pour ensuite rédiger un article qui soit qualitatif. Par contre, si tu es dans le médical, le risque principal, c'est très certainement les conditions en vigueur, les conditions réglementaires, d'éthique, sur tous ces éléments. Voilà. Donc ça va être vraiment d'aller chercher le candidat en fonction déjà de son poste actuel ou de son projet actuel et voir s'il a bien compris quels étaient les risques en lien avec l'usage. Voilà. Et je pense que quand on fait ça, la boucle est bouclée et on considère qu'on est vraiment sur un usage qui est responsable de l'IA. Parce que utiliser les IAG, c'est bien. Puis c'est facile. C'est facile, mais les utiliser de façon responsable, c'est encore autre chose et c'est ce qu'on veut démontrer par ce référentiel. D'accord. Ok. Voilà. Je te remercie pour Merci à toi. toutes ces explications. Alors, la certification, elle est acquise à vie? Elle est à vie. Elle est à vie. Et la vie, elle vient alimenter le passeport de compétences. D'accord. Ok. Info importante. Oui. Bon. Eh bien, on a terminé cette vidéo. Merci encore. Et vous pouvez donc nous contacter via notre formulaire de contact du site web en cas de questions sur ce référentiel. Et puis bien sûr, pour tout autre futur contenu en lien avec la certification, n'hésitez pas à nous suivre donc, sur nos réseaux, LinkedIn, YouTube, pour être à jour des futures informations. N'hésitez pas à vous abonner, surtout sur la chaîne YouTube. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup.